20 ans après la fin du conflit, où en est l'Angola? Les plaies de la guerre fratricide ont-elles cicatrisé? Pour en parler, nous recevons Didier Péclar, professeur de sciences politiques et directeur du master en études africaines à l'Université de Genève en Suisse, auteur de l'ouvrage Les incertitudes de la nation en Angola aux racines sociales de l'UNITA. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Selon vous, où doit-on situer les principales causes de cette guerre civile en Angola? Les causes sont assez profondes. Elles ont vraiment à voir avec l'histoire coloniale de l'Angola, la façon dont différents groupes sociaux se sont formés, ont évolué, notamment durant la période coloniale au XXe siècle, ce qui a fait qu'au moment où la contestation nationaliste contre le pouvoir portugais, il faut rappeler qu'à l'époque, le Portugal était dirigé par le dictateur Salazar, qui ne refusait toute négociation autour d'une indépendance possible. Donc c'est par les armes que les nationalistes ont conquis leur indépendance. Mais au lieu d'avoir un mouvement nationaliste unifié, on a eu 2, puis 3 mouvements qui à la fois luttaient contre la présence portugaise et en même temps se battaient entre eux en fait. Et au moment de l'indépendance en 1975, c'est un de ces mouvements, le MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola, qui reprend le pouvoir, et l'UNITA, qui est le deuxième mouvement, le principal à ce moment-là, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, mène une guerre pour essayer de prendre le pouvoir à Luanda. Cette guerre civile s'internationalise très rapidement avec des soutiens très forts de la guerre froide. D'un côté, le bloc soviétique qui soutient le MPLA, et puis l'UNITA qui va chercher d'abord des appuis en Chine, et puis finalement surtout aux États-Unis et en Afrique du Sud. Alors justement, la guerre civile angolaise est dans certains cas présentée comme une guerre par procuration entre les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre. Est-ce réellement le cas? Elle est beaucoup plus de ça. C'est-à-dire que bien sûr, la guerre froide a eu une importance très grande. Elle a donné des moyens en fait plus importants à la fois au gouvernement du MPLA et à l'UNITA, transformant cette guerre d'une guerre de guérilla en une guerre de position, presque une guerre traditionnelle, si vous voulez, surtout à la fin des années 80. Mais c'est bien plus que ça dans la mesure où c'est une guerre qui résulte, encore une fois, des divisions sociales, historiques, économiques, entre groupes sociaux, entre élites, et aussi entre projets différents de la nation, différentes manières de projeter, en fait, une nation angolaise indépendante. Alors, avant l'accord de paix signé le 4 avril 2002, il y eut ceux de 75, 91 et 94. Quel fut l'élément déterminant pour que le 4e accord soit le bon? En fait, c'était un accord suite à une défaite militaire. C'est-à-dire que l'Angola, enfin la guerre civile angolaise est une des rares guerres en Afrique subsaharienne qui s'est terminée par la victoire très claire d'un parti sur l'autre. C'est le MPLA au pouvoir qui, à la fin des années 90, a décidé finalement d'en terminer militairement avec ce conflit parce qu'il avait les moyens de le faire. Et puis surtout, l'enjeu pour le MPLA à ce moment-là, c'était d'une part de gagner la guerre militairement, mais surtout de gagner la paix, c'est-à-dire d'éviter en fait d'avoir à faire des concessions issues par exemple d'un processus de réconciliation, des concessions soit à l'UNITA, soit à la société civile, Église chrétienne en tête qui à ce moment-là réclamait en fait très fortement avec des soutiens internationaux la mise sur pied d'une commission vérité et réconciliation ou en tout cas un processus de réconciliation. Tout cela, le MPLA de José dos Santos n'en voulait pas à la fin des années 90, donc il a imposé une fin militaire au conflit afin de contrôler tous les leviers de la transition politique post-guerre et c'est ce qu'il a réussi à faire en fait. Jonas Savimbi fut le fondateur de l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Il est mort le 22 février 2002. Alexandre Maranche, ancien patron du SDEC, le contre-espionnage français, disait de lui « c'était le De Gaulle africain ». Que reste-t-il des années Jonas Savimbi aujourd'hui en Angola ? Jonas Savimbi est une personnalité qui a évidemment un héritage très, très complexe. D'un côté, il a été, surtout à la fin de la guerre, à la fin des années 1990 jusqu'à sa mort en 2002, il a été très, très fortement diabolisé. En quelque sorte, la victoire militaire du MPLA a permis au MPLA d'attribuer une grande partie de la responsabilité du conflit, non pas aux divisions sociales profondes qui existent encore en Angola, mais à cette seule figure de Jonas Savimbi et à son entourage direct. Or, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et Savimbi était aussi le porte-parole d'un certain nombre de groupes sociaux qui se sentaient et se sentent encore marginalisés. Pendant longtemps, on n'a presque pas vraiment pu prononcer le nom de Jonas Savimbi, j'exagère à peine, après la victoire du MPLA en 2002. Et puis, peu à peu, il est redevenu un personnage, je dirais pas public, mais il est remobilisé dans les mémoires, notamment de certains militants de l'UNITA, notamment depuis qu'il y a quelques années, son corps a pu être officiellement
officiellement enterré parce que, après sa mort en 2002, le gouvernement angolais avait refusé de livrer son corps à sa famille et c'est seulement en 2018 ou 2019 que cela a pu se faire. À l'heure actuelle, quelle relation entretiennent le gouvernement du MPLA et la rébellion de l'UNITA? Ce sont maintenant deux partis politiques. L'UNITA a vraiment fait une transition forcée mais rapide d'un mouvement armé en 2002 en parti politique. Il n'a été que l'ombre de lui-même pendant un certain nombre d'années, mais maintenant on a vraiment une opposition assez forte entre le MPLA qui contrôle encore toutes les rênes du pouvoir, si vous voulez, et puis l'UNITA qui reste la première force d'opposition politique, d'autant plus forte actuellement qu'elle fait partie d'une coalition qui s'est formée dans la perspective des élections de cet été, élections présidentielles de cet été. Depuis 1975 et l'indépendance, le MPLA dirige l'Angola. Risque-t-il de perdre cette domination politique lors des prochaines élections au mois d'août? Alors, évidemment, très difficile de lire dans le marc de café, mais c'est peu probable, disons, que le MPLA perde. Le MPLA est un parti-État. En fait, 2002 a correspondu avec un moment où il y a eu une énorme concentration, une centralisation du pouvoir dans un État qui était déjà assez centralisé. Et en fait, en étant à la tête de l'État, le MPLA contrôle à peu près tous les leviers. Et on voit que le président est entré maintenant en campagne aussi. Chaque acte, en fait, que pose le président est un acte de campagne. Face à cela, l'UNITA est, disons, plus forte peut-être qu'elle ne l'a été jusque depuis la fin de la guerre, d'une part parce qu'elle a fait cette coalition avec deux autres partis d'opposition, et aussi parce qu'avec son nouveau président, Adalberto da Costa Junior, elle a réussi en fait à parler notamment aux jeunesses urbaines marginalisées qui, depuis le début des années 2010, réclament en fait un changement politique, réclament surtout une meilleure redistribution de la rente pétrolière, une plus grande justice sociale, de meilleures perspectives d'avenir. Et l'électorat urbain en fait pèsera un point important dans l'élection. Et on voit que l'UNITA essaye de se placer déjà en 2017, mais encore plus cette année, auprès de cette jeunesse marginalisée. Didier Péclard, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Incertitude de la nation en Angola, aux éditions Cartala. Merci à vous. Merci.